Madame la déléguée générale, bonjour. Je vous présente Constant Papillon-Blard qui va vous poser quelques questions et Nathan Mazzotti qui s'occupera de rédiger la synthèse qui sera diffusée. Alors peut-être que vous allez nous dire en quelques mots qu'est-ce que la Fédération française de la franchise. Alors, la Fédération française de la franchise, c'est la fédération qui regroupe en fait les franchiseurs, mais également les franchisés. C'est une fédération qui prône l'éthique dans le commerce et dans la franchise et qui porte le code éthique. C'est une fédération qui diffuse aussi de la formation, puisqu'on a l'Académie de la franchise, qui a 2 organes de médiation. Un organe de médiation qui gère les litiges entre les franchiseurs et les franchisés et un autre pour les litiges franchisés-consommateurs. C'est une fédération qui anime son réseau depuis la crise avec de nombreux webinars et qui a le soutien de son collège des experts, puisque parmi nos membres, nous avons des membres d'une nature un petit peu différente, qui sont les experts de la franchise, qui regroupe à la fois des juristes et des avocats, bien sûr, des experts comptables, des experts des études de marché, du digital et de toutes les prestations qui peuvent aider en fait les réseaux de franchise dans leur quotidien. Donc, grâce à ces experts, ils nourrissent très souvent les webinars de leur expérience et de leurs conseils pour nos franchiseurs et nos franchisés. Donc, c'est une fédération qui est assez ancienne puisqu'elle est née en 1971. Nous devrions fêter normalement les 50 ans cette année. Nous avons fait le choix de le reporter tout début de l'année prochaine pour espérer le fêter dignement et en présentiel. Voilà. Merci beaucoup. Et vous faites quand même, la FFF organise avec Redexpo Le salon le de la salon. tout à fait, et que nous espérons pouvoir tenir le 26 septembre cette année. Voilà. En plus, bien sûr, des activités normales de toute fédération professionnelle, qui sont des activités de lobbying et de défense du modèle de la franchise, bien évidemment. Ok, super. Constant, première question. Bonjour Madame la déléguée générale, tout d'abord, merci pour votre participation. Donc la première question sera un peu liée à vos adhérents et à savoir comment vous aidez justement ces adhérents dans leur transformation numérique, cette transition numérique, hein, puisqu'il a fallu avec la crise s'adapter encore plus vite, j'ai envie de dire. Alors, je dois dire quand même, pour être tout à fait honnête, que la franchise a quand même un avantage sur les commerçants isolés. C'est qu'au sein des réseaux, le digital existait. Il existait à différents niveaux de maturité. Certains grands réseaux avaient déjà établi le digital comme un moyen de e-commerce et l'avaient déjà réellement développé et permis à ces franchisés, bien sûr, de travailler sur ce e-commerce. D'autres avaient débuté, et c'est vrai que la crise a, je dirais, généré un véritable engouement sur cette possibilité de e-commerce, puisqu'en fait, ça a permis à certains d'entre eux de continuer à travailler tout bonnement. Donc, il préexistait à des niveaux de maturité, encore une fois, très différents dans la majorité des réseaux. Donc, qu'est-ce qu'a fait la fédération là-dessus? Ben, je pense que très tôt, la fédération a accompagné sur des ateliers. Alors, j'ai fait une petite recherche sur les quelques derniers mois. Par exemple, en avril 2019, il y avait déjà un atelier sur le e-commerce et le contrat de franchise pour essayer de comprendre comment articuler cette omnicanalité dans le contrat et comment les franchiseurs pouvaient travailler de manière pérenne
sur ce canal de distribution avec leurs franchisés. En mai 2019, il y avait eu le guide du RGPD, parce que c'est vrai que c'est bien de parler de ce canal, mais c'est vrai qu'il y a aussi tout un travail lié en fait à la législation, à la réglementation, et c'est très très important d'accompagner en fait nos membres sur cette voie-là aussi. Alors c'est un petit peu moins sexy, c'est un peu moins drôle, mais c'est ô combien nécessaire. En septembre 2019, il y avait eu un atelier sur la protection de la marque sur Internet. Ça aussi, ce sont des choses qu'on oublie. On parle toujours du côté marchand du e-commerce. On ne parle pas assez de toutes les obligations, de tous les risques qu'il faut savoir gérer quand on se lance sur l'activité du e-commerce. Et c'était effectivement un atelier extrêmement intéressant sur la protection de la marque sur Internet. En juin 2020, il y avait eu un webinar sur la communication digitale et la e-réputation. Là encore, une manière d'encadrer, vous voyez bien, le travail de la fédération, c'est d'accompagner ses membres et de les encadrer dans cette nouvelle activité que certains découvrent, que d'autres ont déjà préemptée, et effectivement de regarder tout ce qui est réglementaire et puis de travailler sur les bonnes pratiques et les échanges de bonnes pratiques. Et puis en novembre, eh bien novembre, la crise était déjà largement passée par là et il y a eu un webinaire sur le click and collect, où là on a effectivement travaillé avec nos experts et puis certaines de nos enseignes pour travailler sur les bonnes pratiques, les échanges d'expériences, la mise en avant des erreurs à ne pas faire et la mise en avant des bonnes pratiques. Donc voilà un petit peu comment la fédération travaille et accompagne ses membres, mais encore une fois avec la réalité du terrain qui est une réalité qui est bien autre que la réalité du petit commerce isolé. Parce que là encore, la tête de réseau, elle amène un savoir-faire, elle amène un accompagnement. Et ben, je dirais que dans la mallette et la boîte à outils du franchiseur, il y avait déjà cette partie digitale qui est bien sûr en train de connaître une période de plus grande maturité. Voilà comment nous travaillons. Un complément par rapport aux enseignes nationales, il y en a qui doivent avoir leur système d'Internet au niveau national. Il y en a peut-être qui développent ça au niveau local. Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Alors, je dirais que chacun a créé son développement à sa manière. On retrouve différents schémas. Je ne suis pas spécialement technicienne dans l'organisation, mais très souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement une mise à disposition d'une partie du site, d'une partie des possibilités, je dirais, d'aménagement d'une partie du site pour le franchisé, qui va pouvoir, à partir d'une base, c'est ce qu'on voit le plus généralement, à partir d'une base déléguée par le franchiseur, pouvoir aménager tout ce qui correspond à sa zone géographique, à ses promotions locales. C'est ce qu'on voit se développer le plus en ce moment. C'est-à-dire, le franchiseur crée un site marchand et délègue une partie des actions qui vont pouvoir permettre, je dirais, la customisation locale et répondre aux besoins de communication locale de son franchisé. C'est ce qu'on voit dans la plupart du temps se développer. Donc, il y a une organisation au niveau national et qui après permet au local de pouvoir gérer sa boutique et sa vente par Internet grâce à un site national. C'est vrai que si on va sur Jeff de Bruges, le site, il va vous dire quelles sont les boutiques présentes, je pense. Oui, bien sûr, oui. Alors après, il y a vraiment des dessins et des choses qui peuvent être différentes d'une enseigne à l'autre.
Et puis, c'est aussi très, très lié à la logistique des produits. Donc tout ça varie en fonction du modèle économique et du modèle logistique en fait, des produits. D'accord. Mais c'est vrai que juste, ça permet aussi d'animer le réseau. Ça veut dire que si c'est la fête des mères, eh bien, je pense qu'ils ont tous le même produit pour la fête des mères. Allez encore chez Jeff de Bruges, par exemple, vous avez des ballotins avec des cœurs. Je ne sais pas, mais Alors, vous avez bref, toujours, hein, dans les réseaux de franchise, vous avez de toute façon une partie de la communication et de la promotion qui est faite nationalement. Et très souvent, vous avez une partie qui est de la communication locale, régionale, et qui là va être animée par le franchisé lui-même sur son territoire. Donc effectivement, cet outil offre cette possibilité à la fois de pouvoir étendre sur un territoire national des promotions qui sont dites nationales, donc que tous les franchisés pourront proposer, et de manière locale, de permettre aussi aux franchisés localement d'animer et de faire des promotions qui correspondent à la vie de sa ville, à la vie de son quartier, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un outil qui va permettre, à mon avis, un fort développement en termes de communication. Et contrairement à ce qu'on a pu penser à un moment donné, ça n'est pas un outil qui va gommer en fait et qui va harmoniser et neutraliser les différences géographiques. Ça va au contraire, à mon sens, permettre aux franchisés localement d'exprimer effectivement leur communication et leur animation commerciale. Si c'est bien fait, c'est vraiment le but et très honnêtement, quand c'est bien fait, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Oui, alors du coup, j'ai l'impression que vous avez un petit peu du coup répondu à ma question suivante, mais peut-être du coup de façon un peu plus, je sais pas, ciblée, est-ce que quand même vous avez pu apercevoir des différences, alors pas de traitement parce que c'est pas, mais des différences d'aisance en tout cas à passer vers le numérique selon la taille des villes, selon les territoires où on se place, où on se situe. Est-ce que vous avez pu du coup apercevoir ces fractures un peu numériques, j'ai envie de dire, entre différents territoires? Alors, je risque de vous décevoir. Moi, je ne le conçois pas tellement en termes de différence de territoire parce que, contrairement au commerce physique, on n'a pas les barrières, on n'a pas les barrières physiques. On n'est pas dépendant, je dirais, d'une autorisation particulière pour ouvrir un commerce physique. Quand on veut se développer sur du digital, la barrière, elle est technologique. Or, si vous le souhaitez, si votre franchiseur en a la capacité, vous pouvez adresser ces barrières vous-même. Et pour autant, je trouve effectivement que cet outil et ce canal, normalement, permet d'avoir une relative équité, quel que soit le territoire dans lequel vous vous trouvez. Hormis les quelques territoires que qui j'espère se raréfient, où il y a toujours pas, il y a toujours pas le réseau, mais enfin ça devient quand même de plus en plus restreint. Donc non, je pense qu'on a une relative équité. Après, c'est vraiment une volonté de l'enseigne, une volonté du réseau, une capacité bien sûr du franchisé hein, à vouloir rentrer dans les outils numériques. Hein. C'est vrai que ça peut rester quand même un frein pour certaines générations encore, même si quand même je trouve que, encore une fois, la crise aura eu cette vertu, c'est de nous mettre tous derrière nos écrans et de contraindre certains plus réticents à se mettre au numérique. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert le numérique, découvert que derrière cette apparente difficulté, il y avait tellement d'avantages à s'y pencher et tellement de bénéfices à y trouver que ça a levé pas mal de freins. Donc voilà, mais moi, des disparités territoriales, je n'en vois pas énormément, hein, très honnêtement. Est-ce que vous voyez des disparités au niveau de la taille de la franchise? Ça veut dire que si l'enseigne nationale est connue par beaucoup de monde,
et les plus petites franchises qui sont moins connues. Est-ce qu'on sent quand même une différence entre… J'aurais tendance à dire non. Moi, j'ai des très petits réseaux qui d'emblée ouvrent et ouvrent sur de l'omnicanalité parce que ça correspond à leurs clients. Vous voyez, notamment dans le service, quand vous ouvrez quelque chose dans le service à la personne, ça ne fait pas sens de ne pas le faire sur le digital. Donc, de toute façon, vous allez concevoir votre modèle sur l'omnicanalité immédiatement. Donc, ça n'est ni une question de taille, ni une question de maturité du réseau, c'est plutôt une question de relation avec son consommateur. Et si on pense que, et je pense que tout le monde devrait penser que, nous avons besoin de travailler et de commercer via le digital avec ses consommateurs, pas forcément à 100%, hein, bien évidemment, mais sur une frange du besoin, sur une frange du temps, eh bien, je crois qu'effectivement, il faut concevoir son commerce comme omnicanal d'emblée. Alors, pour rebondir un peu du coup sur ce que vous disiez juste avant, sur le fait justement qu'il y a aussi peut-être une question d'engagement aussi envers cette nouvelle donnée du numérique, hein, de vouloir aussi multiplier un peu les canaux de vente. Est-ce que au niveau de la fédération, il y a aussi, vous l'avez quand même plus ou moins dit au début, avec des ateliers, pardon, des webinaires, mais est-ce qu'il y a peut-être eu des ateliers de formation un peu plus précisément sur comment un peu se rediriger vers le numérique, comment vendre les produits, comment du coup avoir cette nouvelle relation client, mais via le digital? Alors, nous, ce qu'on a fait, ça a plutôt été orienté très en amont, qui était par exemple sur la chasse digitale de candidats pour nos franchiseurs. Là, il y a des formations qui ont été faites et qui sont encore en cours, puisque vous me tendez la perche, nous avons effectivement une prochaine formation qui s'appelle développeur de réseau, donc la promo 12, donc qui va commencer le 6 et 7 mai. Il y en aura une autre en juin, le 3 et 4 juin, qui effectivement va permettre aux développeurs de réseau de comprendre comment utiliser les outils digitaux, les outils du digital pour essayer de prospecter et de trouver des nouveaux candidats à la franchise. Donc là-dessus, oui, on a des formations ad hoc. Sur le reste, je dirais que c'est le travail plutôt de la tête de réseau d'aller former ces franchisés. Et c'est bien dans le modèle même et dans l'essence même de la franchise, puisque la tête de réseau a pour mission et dans ses obligations que de transmettre un savoir-faire et d'accompagner et de former. Donc ça, c'est vraiment inclus normalement dans la formation du franchiseur pour ses franchisés. Ouais. Juste une petite question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur… finalement, on ne peut pas imaginer de déployer une franchise nationale, une enseigne nationale, sans avoir le numérique, sans avoir un site internet, sans peut-être vendre en ligne encore, mais c'est peut-être pas obligatoire. C'est plutôt que les gens puissent se connecter, savoir s'il y a une boutique. C'est presque naturel, c'est presque obligatoire. Oui, alors là, pour le temps, je le restreindrai même pas à la franchise. Je pense que ouvrir un commerce ou un service aujourd'hui sans avoir une possibilité pour vos consommateurs de vous retrouver en ligne me paraîtrait quand même assez saugrenu. Hein, mais… Oh, il y en a beaucoup, quoi. Non, mais de commerce de proximité, hein, qui ont l'or dans les mains, les boulangers, les bouchers, voilà,
Oui. Commerce de bouche, il y en a quand même beaucoup. Mais ne pensez-vous pas, moi je ne sais pas si je devais ouvrir une boucherie demain, si je le faisais, je pense que j'ouvrirais en même temps un site, ne serait-ce que pour prendre de la commande, du click and collect, des choses comme ça. Je pense que ça va devenir quand même très très compliqué de faire ça, hein. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un Et service on passe, additionnel. voilà. C'est vraiment un service additionnel que l'on rend aux consommateurs et on l'a beaucoup opposé en fait le digital au magasin physique. Or, je crois que c'est une erreur. Je crois, moi, qu'on aura beaucoup plus envie d'aller dans son magasin euh, en se disant, je ne vais pas y passer 3 heures parce que j'ai déjà commandé. Donc, je vais aller chercher ce que j'ai commandé. Je suis d'abord sûre de le trouver, donc ça va m'éviter de perdre du temps pour rien. Mais en plus, je serai contente d'y aller parce que j'y verrai peut-être les nouveautés. Ça me permettra de recommander la prochaine fois. Voilà, je pense que c'est une erreur de les opposer. C'est un véritable outil marketing pour les magasins physiques. Je ne pense pas les opposer, au contraire. Non, mais ouais, juste la question aujourd'hui, je pense qu'on est un peu, on voit bien, hein, on a des commerçants vieillissants, entre guillemets, qui ont plus de 50 ans, qui se disent, voilà, dans 15 ans, je suis à la retraite. Et puis, vous avez des commerçants qui arrivent sur le marché, ils sont nés avec, du moins. Et comment imaginer qu'il n'y a pas de site internet qui va avec, du moins, qui va avec ma boutique? Du moins, c'est impossible. Oui, mais Pierre, je pense que d'abord, 50 ans, c'est pas très vieux, hein. Je pense qu'à 50 ans, il est quand même urgent de continuer à apprendre et à s'ouvrir aux nouvelles technologies. Et c'est même un âge assez idyllique puisque vous avez beaucoup plus de temps pour le faire. Et puis, si on a 50 ans et qu'on se dit qu'un jour, il va falloir céder sa boutique, on a tout intérêt à développer quand même l'omnicanalité de manière à la vendre de manière plus intéressante, hein. Donc, là, encore une fois, je ne pense pas qu'il faille opposer une question d'âge, une question de... euh, je pense que c'est l'intérêt de la vie, c'est dans le sens de la vie, de toute façon. Euh, Se fermer aujourd'hui à cette possibilité me paraît, encore une fois, véritablement saugrenu. Très bien. Alors, moi, c'est vrai que juste pour ajouter un petit quelque chose, c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi, on parle beaucoup de sites, du coup, de click and collect et même d'actes marchands en ligne, mais je trouve aussi qu'il y a beaucoup de marques, notamment de jeunes marques, qui se servent, par exemple, de Facebook ou d'Instagram, sans parler d'actes d'achat ou de vente, mais comme de simples vitrines numériques, et qui après, eh bien, permettent l'acte d'achat, mais dans un premier temps, c'est aussi du coup une vitrine, et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Bien sûr, et en fait, je crois que c'est vraiment, alors là, pour le coup, une question de génération, que de se poser même la question. Si je regarde parmi mes enfants qui ont une petite vingtaine d'années, pour eux, ça fait sens de toute façon de trouver sur Internet la boutique, la marque, voilà, et de passer en boutique chercher les trucs. Enfin, c'est le commerce normal. Mais Voilà, franchement, je là, partage avec vous mon profond sentiment, hein. non, non, mais c'est bien parce que vous avez un autre regard que des fédérations, par exemple de fromagers, de boulangers et tout, mais parce que c'est vrai que c'est obligatoire, c'est vrai. Mais quand je parle de l'âge, je pense que on voit bien nous la fracture qui se crée là-dessus. Mais je suis d'accord avec vous qu'il ne doit pas y avoir d'âge, hein. J'ai plus de 50 ans, donc je me mets dedans. L'autre question toujours, j'ai l'impression quand même que le numérique, vu par la franchise, c'est aussi un outil de communication extrême, de présence localement et au niveau national.
beaucoup plus que de la vente en ligne. Alors évidemment qu'il y a de la vente en ligne dans certaines franchises, mais plus ça, ou du click and collect, où on choisit avant et puis on va chercher et puis on rachète une autre chose en plus. Voilà, mais est-ce que ça doit être vraiment basé, parce que on parle beaucoup de la vente en ligne et tout, est-ce que c'est aujourd'hui l'objet ou est-ce que quand on est en centre-ville, peut-être en galerie commerçante c'est un peu différent, mais en centre-ville, Pour moi, ce canal, il remplit plein de choses. Il remplit effectivement, comme on le souligne, des besoins de communication. C'est vrai que quand vous êtes franchisé et que vous vous adressez à votre franchiseur, vous venez d'abord chercher la visibilité, la marque, etc. Donc, effectivement, passer par tout ce qui est digital permet de renforcer cette visibilité de la marque et ça fait sens. Mais je pense que très vite, quand vous êtes sur un site, voir la marque n'est pas suffisant. Vous avez envie d'acheter cette marque, vous avez envie d'en voir les produits. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, et là je parle vraiment d'une expérience personnelle, d'être allé voir une marque sur le site et à un moment donné d'être stoppé parce qu'il n'y a pas de site marchand. Ben, il n'y a pas de site marchand. Alors on nous vante la marque, mais je ne peux même pas voir les produits. C'est vraiment pour moi se priver vraiment de quelque chose. C'est mettre en appétence, créer du teasing, et puis derrière, créer une vraie frustration, puisque vous ne pouvez même pas aller voir le produit. Donc, je pense que s'arrêter juste aux besoins de communication de marque n'est absolument pas suffisant, parce que votre marque, elle est supportée par le produit. Donc, si vous ne donnez pas à voir le produit, et si vous vous arrêtez là, je pense que ça peut générer de la frustration. Très bien. Peut-être. Oui. Alors, du coup, une question un peu qui va, je pense, un peu conclure l'audition. Comment vous imaginez nos centres-villes, nos villes, mais également donc, le monde du commerce dans 10 ans, donc en 2030? Et juste, je compléterai, Véronique, la question. On voit qu'il y a un engouement de la part de la population. Vous habitez Nanterre comme nous, mais comme moi, mais on voit qu'il y a la queue chez le fromager, il y a la queue partout. Et les Français nous disent dans le dernier baromètre qu'on a fait avec le CSA que 9 Français sur 10 considèrent que faire ses courses en centre-ville est un acte citoyen. Vous voyez, les terrasses de café, 91% des Français considèrent que, parce qu'ils se sont rendus compte que toutes ces terrasses fermées, ça fait partie de la vie du centre-ville, que c'est obligatoire. Et donc, un peu tout ça, comment on envisage en 2030 et comment tout ce qu'on est en train de canaliser par rapport aux centres-villes, comment on le garde, comment on le maintient, comment il ne faut pas que les gens, une fois que la crise terminée, hop, on retourne à nos anciennes habitudes. Alors tout d'abord, moi je voudrais revenir sur cet acte citoyen. L'acte citoyen, c'est pas tant d'aller faire ses courses dans le commerce, physiquement, c'est de faire ses courses dans le commerce, que ce soit physiquement ou que ce soit par le digital, et de le faire sur un commerçant français. Ça, c'est citoyen. Mais vous, vous avez un acte citoyen, même si vous commandez chez votre épicier du coin via le net. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Et encore une fois, je trouve que parfois la communication raccourcie est un petit peu dommageable. Donc, pour moi, ça reste un acte citoyen que de faire travailler nos commerçants, que ce soit via de la commande digitale ou via des courses physiques.
Ce que je pense, moi, c'est que si l'omnicanalité est bien gérée, ça va être un énorme potentiel pour ceux qui sauront bien le gérer. Parce que vous voyez bien, et vous l'avez évoqué, le goulot d'étranglement qu'on a et la queue qu'il y a dans les commerces physiques. On a tous des contraintes, on y va tous aux mêmes heures, on piétine, on perd du temps. Très souvent, on rentre avec une liste de courses qui a été juste à moitié faite parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire. Si c'est bien fait, ça permettra de faire une partie des courses sur de la précommande et on fera, hop, tout ça, c'est le basique, c'est le click and collect, je sais que j'en ai besoin, je l'ai commandé et c'est prêt. Et j'aurai le temps à passer sur de l'achat plaisir, des achats non prévus et de l'achat additionnel. Très souvent, en fait, ce qui nuit au commerce, c'est ça. C'est qu'on a juste le temps de faire l'achat utile, prévu, organisé, et puis on n'a pas le temps de flâner, on n'a pas le temps d'essayer un nouveau truc, on n'a pas le temps de regarder et de se laisser tenter. Donc, quelqu'un qui saura bien gérer cette omnicanalité bénéficiera de ces actes d'achat supplémentaires, tout en permettant à ses clients de rester fidèles, de lui procurer l'aisance avec le nécessaire et de le faire venir et lui permettre le côté plaisir de la découverte et de l'achat. Donc voilà comment je vois le commerce et l'omnicanalité dans le commerce dans les années qui viennent. Et du coup, je pense qu'on aura beaucoup plus plaisir à se retrouver en terrasse, à prendre du temps à flâner dans nos commerces, à discuter avec nos commerçants, parce que ça, c'est effectivement du lien social qui passera jamais par le digital. Hein, enfin, c'est irremplaçable, hein, le contact humain. Mais on a très peu de temps pour s'y consacrer et je pense que c'est effectivement une manière de retrouver ce temps pour l'autre et ce temps pour soi. Donc voilà comment je vois le commerce et puis je le vois aussi beaucoup plus équilibré entre le centre-ville et les centres commerciaux. D'accord. Juste une dernière question parce que ça me travaille un peu. Quand vous parlez, en fait, vous êtes en train de parler d'une consommatrice ou d'un consommateur lambda français et qui va dans son centre-ville. Il y a des courses. On voit bien que 73% des Français, d'après le CSA, nous disent bah, je consomme sur Internet et les 73% de gens qui consomment le plus sur Internet délaissent les grands trucs en périphérie et viennent dans le centre-ville. Donc, je suis un peu d'accord avec vous, mais ça veut dire aussi qu'il y a une organisation pour que tous les commerces soient un petit peu connectés, parce que si vous avez plein de commerçants pas du tout connectés, d'autres très connectés, bah c'est un peu... Moi, je suis beaucoup plus direct que ça. Hein. Je dirais que si on se donne comme horizon 2030, hein, je crois que c'est ce que j'ai vu, je pense que ceux qui survivront seront ceux qui seront connectés. Ok. Voilà le mot de la fin. Non, mais merci beaucoup.